Salut à tous, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui à Annecy pour vivre une expérience qui s'annonce géniale. Elle s'appelle Cabine 14. Cette expérience, elle est pensée par 14 pour la marque Norda. On va commencer par traverser le lac d'Annecy, direction la plateforme de l'ancien téléphérique du Verrier. Ensuite, hop, en route vers le Mont Baron, 800 mètres de D+, 13 km pour la boucle, qui va nous ramener ici à la boutique 14. Et ensuite, j'ai un entretien avec Nick Martyr, qui est le cofondateur de la marque Norda. Ça s'annonce passionnant. Comme d'habitude, je suis à la bourre, donc là, il faut vite que j'aille enfiler mes baskets. Direction ce petit run et cette expérience avec Norda Cabine 14. Alors, la tradition, c'est le clap ensemble. C'est bon? Bonjour Nick. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. On est aujourd'hui à Annecy sous un très beau soleil. Nick, tu es le cofondateur de la marque canadienne Norda, marque que tu as créée avec ton épouse Willa. Bienvenue dans Course Épique, je suis vraiment ravi qu'on puisse échanger ensemble aujourd'hui. On a vécu une très belle journée jusqu'à maintenant. Je ne sais pas ce que tu penses, mais il y avait une activité, une expérience qui s'appelle Cabine 14, qui était organisée avec la marque 14. Et on a été se balader sur le lac pour ensuite aller jusqu'au Mont Baron sur les traces de l'ancien téléphérique du Verrier. C'était une belle expérience. Comment tu as vécu, toi, à ce moment-là? C'était une expérience incroyable, mais je vais vous dire la vérité, il pleuvait. C'était vraiment une expérience, ma première fois à Annecy. Ok. C'était une incroyable manière de voir cet endroit. Sous la pluie et dans la montagne. Des belles couleurs d'automne, c'était beau. Un peu difficile sur la descente. Ouais, je suis d'accord. Je suis tombé, j'ai le dos là, je me suis ouais, ouais. Mais ça va, ça va c'était aller. pas facile. Vous avez des belles couleurs d'automne au Canada, au Québec notamment. Ouais. Et là, nous, on a moins ça ici, en tout cas là où je réside. Mais c'était très beau. En tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment un très très beau moment. Ton lien avec la France, Nick, je sais que tu as un rapport particulier, je crois notamment au Chamonix, qui a une place chère dans ton cœur. Quel plaisir tu prends à venir ici et quel lien et attache tu peux avoir avec la France? J'ai oublié de te remercier de faire l'entretien en français. Je te remercie beaucoup. Je vais essayer de mon mieux. C'est parfait. C'est pas ma première langue, mais je suis né à Montréal, au Québec. Donc, on apprend le français très jeune et à l'école. Donc, je vais faire de mon mieux. Et si je ne trouve pas le mot, je vais le dire en anglais. Absolument. J'ai énormément de connexions avec la France. Je pourrais vous parler d'une heure de ma connexion et ce qu'on aime de la France. Mais bref, bon, comme j'ai appris le français à l'école, un de mes premiers travaux après l'université, c'était ici, à Paris même. J'ai venu dans l'an 2000, en décembre, travaillant toujours dans la chaussure. Je me suis installé ici comme jeune à l'âge de 25 ans. Ça, c'était la première fois. C'est là que j'ai rencontré Willa, ma femme, qui est cofondatrice de Norda. En fait, je connaissais Willa avant, mais comme vous savez, c'était durant l'école secondaire et elle n'était pas intéressée dans moi. Mais on s'est vraiment tombé en amour à Paris. C'est un lieu romantique, facile de tomber en amour. Mais juste bref, une autre histoire. J'ai demandé à ma femme en fiançailles en haut du Brévent à Chamonix. C'était en 2005, en février 2005. Donc Chamonix, c'est quelque chose de très spécial pour nous. Je vais te demander, Nick, de te présenter alors de façon un peu inhabituelle. Je voudrais que tu te présentes en 3 lieux, 3 endroits qui racontent un peu ta vie, quelques grands moments marquants. Est-ce que tu aurais 3 endroits qui sont majeurs pour toi et pourquoi? Intéressant. Je pense immédiatement, à Hong Kong. Je pense à la Chine parce que je suis un créateur de chaussures. Et la plupart de ma vie a été passée en Asie. Donc pour moi, l'Asie, au début, et surtout maintenant, est quelque chose de très spécial. Surtout la France, revenant à la France, pour toutes les raisons que je vous ai racontées. Et je pense un peu à la campagne anglaise, parce que durant l'époque que je vivais en France, aussi en Angleterre, j'étais entre les deux. Et c'est là où ma première fille aînée a été née. Et c'est ça. Ça, c'est les 3 lieux.
Tu te définis de trois façons, un athlète d'endurance, un créateur de chaussures et un père. Alors c'est un grand résumé. Qu'est-ce que t'apporte chacune de ces facettes de ta vie? Wow. Pour moi, toujours depuis que je suis jeune, j'étais un bon athlète à l'école secondaire. Je faisais surtout du vélo, course de vélo et aussi ski de fond. J'étais un bon skieur de fond, surtout à l'école secondaire. Je suis pas allé plus loin que ça. C'est une longue histoire, mais mon père ne le voulait pas. D'accord. Il voulait que je joue le football américain. J'ai que 70 livres, donc c'est pas nécessairement C'est pas le gabarit le meilleur adapté. sport pour moi. Donc, une vie d'endurance, ça a commencé très tôt pour moi. Je pense que pour moi, mon identité, ma carrière, elle était toujours dans la chaussure. Immédiatement après l'université, j'ai commencé à travailler pour Nike dans la première boutique internationale à Toronto. Ça, c'était une expérience. Et après ça, j'ai commencé à travailler dans la production. Et le dernier, c'est Père. Ça a changé la vie quand on a des enfants. J'ai 2 filles incroyables. J'ai pas eu un gars. Je voulais pas avoir un gars. Et je suis très, très content d'être un père, un créateur de chaussures. Et c'est ça. Je voudrais qu'on monte le temps ensemble. Nick, à 11 ans, on t'a offert ton premier vélo de route. Est-ce que tu te souviens de ce moment et en quoi est-ce qu'il a été fondateur et important pour toi? Est-ce qu'il a changé, influencé un peu le reste de ta vie à sa façon? Pardon? Le moment où à 11 ans, tu as reçu un vélo Oui. de route. Vous avez fait vos recherches un peu, hein? Vous savez les choses qui sont très importantes à moi. Oui, c'est ça. J'habitais à Montréal. C'était à une époque, imagine, il fait 30 ans déjà, il y a beaucoup de grandissement dans les immeubles et tout ça, mais il y a 30 ans, il n'y avait pas beaucoup. J'ai été à l'ouest de l'île de Montréal. C'était comme les banlieues. Et mes pères m'ont acheté un vélo. Et c'était à l'époque du Tour de France, de Bernard Hinault et Greg LeMond et toutes ces concurrences. Et j'étais juste fasciné avec les habits et tout l'équipement, surtout quand ils ont développé what do you call it, les barres devant, vous savez, aérodynamiques. Ouais. Et je commençais à sortir sur le vélo et je partais de la maison. C'était durant une époque, il n'y avait pas de médias sociaux. Je quittais la maison sans téléphone. Je disais à ma mère, j'avais 14 ans, je vais faire 40 km. Et elle disait, OK, allez, au revoir. Tu avais déjà ce goût de l'effort là, de passer longtemps dehors. Oui. C'était déjà Je faisais la compétition avec les adultes. Je faisais les Iron Kids, Ironman Junior Triathlon à cet âge. Oui, je faisais toute la compétition à cet âge. Comment est-ce que... Comment est-ce que tu te réveilles le Nick adolescent là, à 14-15 ans? Est-ce que tu pensais à ton futur et qu'est-ce que tu imaginais de ce que pourrait être ta vie et ce qui serait important pour toi? J'avais des gros rêves, peut-être. Je suis fils unique. Je suis le premier dans ma famille d'aller à l'université. Je suis très fier de ça. J'ai des parents qui ont travaillé très, très fort. Ils sont des immigrants au Canada, comme tout le monde au Canada. Et j'avais juste une responsabilité qui était pas innée, mais c'était instruit. C'était pas forcé, mais c'est juste quelque chose que tu as développé. Oui, dans ma caractère. Et depuis que je suis jeune, j'avais toute cette responsabilité, que ce soit dans le sport ou dans l'école. Il n'y avait pas aucune autre option d'essayer d'être le mieux qu'on puisse pour soi-même. À 18 ans, tu t'es lancé dans une traversée en autonomie du Canada à vélo. Qu'est-ce qui a guidé ce projet et qu'est-ce qu'il a pu éveiller en toi? Qu'est-ce qui ça t'a permis de découvrir ou peut-être qu'est-ce que ça a conforté sur des certitudes que tu avais et que c'est venu rassurer et conforter? Cool. Encore, je peux pas imaginer mon enfant ou un enfant aller faire ça maintenant. C'était 1992. C'est ça, 1992. J'étais à l'université dans la 2e année et je me suis dit à mes parents, écoute,
j'ai mes amis, une de mes copines à l'époque, ils étaient à Vancouver, à l'ouest, pour faire planter les arbres. C'était comme un travail d'été pour les jeunes à l'époque. Puis on va faire du vélo et on va retourner à Montréal. C'était 5100 kilomètres et j'ai dû aller sur l'avion avec le moindre possible. Donc, j'ai allé comme dans mon spandex avec un manteau ou quelque chose comme ça. J'avais le vélo. Parce que tout ce que j'amenais, je devais retourner avec. Et c'était 92. Il n'y avait encore pas de médias sociaux. Je pense qu'on n'avait même pas un téléphone cellulaire. J'avais la tente. On arrêtait chaque jour pour prendre à manger. On restait dans des campings ou des fois dans des champs. Jamais dans des hôtels. J'avais la carte de crédit de mes parents si jamais j'avais une urgence. Et c'était ça, c'était une expérience incroyable. Qu'est-ce que tu aimais de plus là, tout ça? C'était la totale liberté? C'était le dépassement physique aussi? C'était découvrir? Pour moi, c'était toujours physique. C'était toujours de voir où sont les limites, mes limites personnelles. C'est une chose de vouloir sortir pendant 1 heure, 2 heures sur un vélo ou d'aller courir 3 heures. Mais pour moi, c'était d'aller voir où est la limite. Et après ça, j'ai commencé à faire des courses ultra distance. J'ai fait le fameux Race Across America en équipe. J'ai fait Race Around Ireland en équipe de 2. Ce sont des courses. Race Around Across America, c'est 7 jours. C'est 6000 kilomètres. Ils disent que c'est 2 fois la distance du Tour c'est 3 fois la distance du Tour de France dans un tiers du temps. 9 fois plus compliqué. C'est ça, on ne dort pas. C'était une expérience incroyable. Et pour chacun, c'était juste d'aller voir où est la limite. Et quand tu parles de limite, là, tu parles de physique, mais aussi de mental, les ressources mentales que tu peux aller rechercher dans les moments difficiles, ce que tu actives. Aller voir où est-ce qu'on se casse. Ouais. La pain cave de Courtenay, en quelque sorte. Jusqu'à présent, j'ai pas trouvé la limite. Je cherche toujours la limite. Tu as pratiqué beaucoup de sport d'endurance, ski de fond, le vélo, la course. C'est important pour toi justement de multiplier un peu les disciplines. C'est une façon de garder une espèce de fraîcheur mentale, de se préserver physiquement. C'est ça qui fait que tu as besoin d'aller. Chacun t'apporte des choses différentes et sont indispensables à leur façon. Ouais. Tous les sports sont incroyables, ok? Et surtout, revenons à la chaussure et tout ça, le sentier, le trail, c'était quelque chose que, comme je faisais du vélo, comme je faisais du ski de fond, ma femme ne faisait pas de vélo. On faisait du ski de fond ensemble, mais honnêtement, c'était la course de sentier où on a tombé en amour et c'était notre sport ensemble. Surtout quand on habitait à l'Angleterre, dans la campagne anglaise et aussi à Paris. Ça, c'était notre sport uni. Mais le sport, pour tous les gens, s'ils peuvent juste sortir, ça change la donne pour la santé mentale, physique. Ça change la vie si tout le monde peut bénéficier du sport. Tu parlais là tout à l'heure de Race Across America, il y a Race Around Ireland, le Canadian Ski Marathon, Chicago et Montréal aussi sur des formats marathons, le Kilimanjaro, le Mont Blanc. Quelle expérience dans toute cette liste-là, ou peut-être d'autres que je n'ai pas citées, t'ont le plus transformé? Laquelle tu raconterais en première à tes petits-enfants? J'avance d'une case, mais qu'est-ce que tu raconterais en premier? Surtout pour moi, les courses de vélo. Parce que, bien sûr, le marathon de ski de fond, c'est 170 km sur 2 jours. Faire ça pour n'importe quel humain, c'est difficile. C'est difficile, ça dépend des conditions. Mais Race Across America ou le Tour d'Irlande, Irlande, c'était 2500 km, c'était 4 jours et demi avec 2 personnes. On était juste 2 dans l'équipe. Et ce qui était épouvantable avec ces courses, c'est qu'on fait un relais, on est sur le vélo au maximum 1 heure. On change chaque heure. Parce que ce qu'on a découvert, c'est qu'on ne peut pas aller dans un débit d'énergie. Si vous allez trop dans un débit, non, ton partenaire va devoir coucher pendant 6 heures et après,
gagner la course ou être sur le podium, c'est foutu, c'est impossible après ça. Mais c'est ça, et c'est la difficulté parce que après 3 jours consécutifs, 4 jours, il y a encore 3 jours à faire. Et c'est important de voir ce que l'humain peut faire. Est-ce qu'il y a le résultat, c'est quelque chose qui compte pour toi, la performance dans le sens résultat? Est-ce que ça marque une réalisation ou est-ce que c'est secondaire? Look, I think c'est important que ça soit dans l'entraînement. Il faut toujours avoir un but. Je suis programmé pour ça, mais j'étais jamais le meilleur. J'ai jamais été professionnel. Peut-être c'était un rêve pour moi d'être une élite. Et j'ai jamais pu, j'ai pas le moteur. J'étais un des meilleurs ski de fond au Canada à l'époque. Donc j'ai un bon moteur, mais je suis haut niveau amateur. Okay? Et maintenant, fast forward dans ma vie, j'applique ça dans la chaussure. Je mets tous mes efforts parce que je pense que maintenant, peut-être ma responsabilité avec notre équipe chez Norda, et on a une très très bonne équipe, c'est pas uniquement moi. Je reçois beaucoup d'attention, mais c'est Louis Martin qui fait toutes les chaussures. Willa, ma femme, Adam qui est directeur de marque, il y a tout le monde dans l'équipe, l'équipe de Funny Finance, Alex et tout ça. Mais il faut toujours être essayer d'être et de faire son mieux. C'est ça le but. On a parlé d'un certain nombre de sports. La course à pied, c'est quoi ta relation et c'est quoi le type de pratique que tu aimes? Est-ce que c'est plutôt sur des off, sur des FKT ou ce genre de choses, plutôt qu'une course à dossard? Qu'est-ce qui va te faire envie? Et puis, juste pour comprendre ton niveau de pratique aujourd'hui. Yeah. Je cours presque tous les jours. En moyenne, je prends 2 jours de congé. Mais j'ai beaucoup changé parce qu'on doit gérer une compagnie et nous sommes des entrepreneurs. Donc, j'ai la même discipline. En ce moment, aujourd'hui, c'était comme une de mes plus grandes sorties hebdomadaires ou mensuelles. De 3 heures, c'était à peu près aujourd'hui. Oui, parce que durant la semaine, je cours chaque jour la matinée très tôt avant que les enfants se lèvent, mais je fais 6 km. C'est assez. Je ne peux pas dépasser ça parce que sinon, je vais bientôt avoir 50 ans. Le sport continue, mais je dois garder mon énergie plutôt pour la compagnie. Donc, j'ai décidé, je ne fais plus de courses ou des choses comme ça. Le triathlon de Norda chaque jour, c'est mon ultra. Ouais. Ça demande incroyablement d'énergie et c'est ça. Est-ce qu'il y a eu quand même une course ou un défi en off qui a marqué ta vie en course à pied? Oui, le premier marathon que j'ai jamais fait en fait à Chicago, c'était 2007. Je crois que c'était 2007. C'était le fameux marathon de Chicago où au début il était comme 95 degrés. C'était le marathon, ils ont coupé à le mi-point. Ceux qui ont dépassé le mi-point avant 2 heures, ils ont laissé continuer. Okay. Mais après, il y a 35 000 personnes qui vont au marathon de Chicago. Donc, ils ont coupé le marathon. Il y avait même 3 décès cette année à cause de la chaleur. Et c'était ma première effort. Et c'était vraiment chaud et difficile. Donc, j'ai pu compléter. Pas trop vite, mais j'ai complété. Parfait. On a parlé de ta carrière sportive et de ton intérêt pour le sport. Tu as aussi construit une carrière qui est impressionnante dans l'industrie de la chaussure avec En Point d'Orgue. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, la création de ta marque Norda avec ta femme Willa. Alors, ça ne vient pas de nulle part puisque ton père était un cordonnier italien. Est-ce que ça t'a donné très tôt aussi ce goût de l'artisanat, de la fabrication de chaussures? Est-ce que ça influence viscéralement, toi, aujourd'hui, ta vision de la création? Est-ce que cet héritage familial et patrimonial, il t'a construit dès très jeune déjà? Pas du tout. Je voulais refuser. OK. J'ai reçu cette passion, cette motivation de mes parents. C'est clair, j'ai des parents incroyables qui m'ont poussé à cette limite. Mais en tant que jeune homme, je voulais refuser tout ce que mon père voulait. C'était comme s'il faisait ça, je voulais faire l'opposé. Et j'ai refusé. Mais à un très jeune âge,
Mon père faisait des gants et aussi il était coordonné de pantoufles. Il y avait une marque de pantoufles. Donc j'ai grandi dans ça. Mais tous ses amis étaient des importateurs de chaussures. Donc depuis que j'étais jeune, ils m'amenaient toujours des échantillons. Et je pense que j'étais très influencé par ça. J'ai tombé en amour avec les chaussures depuis mon adolescence. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours professionnel ensuite? Tu as travaillé notamment en Europe, tu nous l'as dit, et ensuite au sein de grandes entreprises. Qu'est-ce que tu as tiré comme enseignement de ces passages-là? Oui, j'ai toujours voulu atteindre un niveau très haut. Et donc, c'était toujours dans la chaussure. Première compagnie qui n'existe plus s'appelait Elan Polo. Mhm. Et au début, les grandes chaînes, les grandes marques, ils ne faisaient pas leurs propres chaussures. Il y avait des intermédiaires qui étaient spécialistes dans le design, dans le sourcing et la manufacture des chaussures. Il y avait comme des spécialistes. Personne ne faisait leurs chaussures. Après, quand ces compagnies ont grandi, après, ils sont allés direct aux usines. C'est là que j'ai commencé. Après, j'ai travaillé surtout dans le fashion dans ma carrière. J'ai travaillé pour la grande chaîne Aldo, pour Steve Madden, des choses comme ça. Et même si je suis quelqu'un de très sportif, je pense que le fait que j'ai travaillé dans ces compagnies de fashion influence le point de vue que nous sommes différents, ce que nous faisons maintenant, l'esthétique de Norda vient de nous tous, de Louis, de Gérard, de Willa, de moi et nos expériences que nous avons vécues avant. Qu'est-ce que tu as appris justement et qu'est-ce que tu as voulu apporter toi et faire différemment? J'ai dit l'opposé. Je pense que si j'ai passé toute ma vie à travailler pour des marques de sport, je faisais que la même chose que tout le monde d'autre fait. Et notre manière de connecter dans une manière authentique, je pense, avec les gens et la communauté, ça vient de nous-mêmes. Vous savez, dans les grandes compagnies, on est dans cette réunion de marketing, il y a 30 gens, tout le monde fait ça ou ça, on ne peut pas faire ça. Nous, on est 4 dans une salle, on fait ce qu'on veut. Est-ce qu'on devrait faire ça ou non? On se pose la question, est-ce que ça revient à nos valeurs? Et c'est ça. On est honnête et on fait notre chose de la manière que nous voulons. Et c'est fun. Il faut garder ça. Même s'il y a de la croissance, il faut préserver tout ça. Honnêtement, Willa, qui est the brand steward, elle est comme chef de la marque. Moi, je suis dur, mais elle est dure. Elle est dure. Justement, sur la genèse, pendant 10 ans avec Willa, vous avez rêvé de créer votre propre marque. Et puis, il y a eu un moment de bascule. Qu'est-ce qui s'est passé ce mois de mars 2020? Donc, on se souvient à peu près de ce qui s'est passé dans le monde en 2020 à ce moment-là de l'année. Je crois que ça s'est même discuté pendant une course. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui finalement vous retenait? Parce que tu parles beaucoup d'esprit d'entrepreneuriat, etc. À quel moment c'était le bon moment de vous lancer pour vous dans ce projet-là? Cool. Je vais répondre à ça en 2 parties. La première partie, c'est que pendant 10 ans, peut-être 15 ans que je suis ensemble avec Willa, on va courir tout le temps ensemble. Et chaque fois qu'on termine notre parcours ensemble, comme nous avons toujours travaillé dans la chaussure, on sait comment faire des chaussures, on sait qu'il y a des meilleures mousses et des choses comme ça. Elle me dit chaque fois, OK, il faut qu'on fasse notre propre chaussure. Et cela dure pendant 15 ans. Et j'ai toujours la même réponse. Je ne sais pas si c'était une excuse, mais j'ai toujours trouvé, mais c'est quoi notre technologie? Qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être c'était le manque de courage avant. Et finalement, après une période, tout l'apprentissage, on est arrivé à ce moment. C'était juste avant la pandémie. Deuxième partie. J'étais avec notre partenaire, Louis-Martin Tremblay, qui est incroyable. Je le connais depuis 15 ans. Il est responsable du design de tous les produits. Je travaille ensemble avec lui. Peut-être moi, je suis l'ingénieur, lui, il est le designer, puis ensemble, nous sommes incroyables. On était à Como, à Lomazzo, juste au nord de Milan, en 2020. C'était en février. Puis on pensait à Norda, mais on avait des contrats avec d'autres compagnies. On était privé, on faisait des chaussures pour d'autres compagnies. Et on s'est dit, on était là pour le MICAM, le fameux foire de la chaussure. Et on s'est dit, OK,
la dernière journée, on va prendre ça pour nous-mêmes. On va aller voir Vibram. On va aller voir cette compagnie qui fait graphine. Et ils étaient à Lomazzo. Puis on pensait à l'époque de mettre graphine dans la semelle. Il y a d'autres marques qui ont essayé de le mettre dans la semelle. Et quand nous étions là, ils nous l'ont montré dans une membrane pour augmenter la chaleur ou dissiper la chaleur. Puis quand j'ai sorti là, rien à voir avec la graphine, mais c'était un moment clé où j'ai dit à Louis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça? Et il m'a dit, Nick, si c'est bullshit, je ne vais pas le faire. Je suis uniquement à faire le meilleur qu'on puisse faire. On est arrivé à ce moment de notre carrière et il donnait l'exemple de bullshit parce que c'était le graphène et il voulait faire un point, vous savez, et c'était le moment clé. Et on s'est dit, si on embarque dans ça, c'est uniquement pour faire les meilleurs produits qu'on puisse faire. Au moment de quitter, là, tu racontais que tu étais en place dans des grands groupes, des entreprises installées qui avaient des parts de marché exceptionnelles. Qu'est-ce qui était le plus excitant et le plus effrayant? À un moment, il y a la page blanche, là vous êtes au tout début de la discussion. Qu'est-ce qui te fait le plus envie et qu'est-ce qui te tétanise le plus? Vous me faites rappeler à un moment clé. Durant les 2 premières années de Norda, écoute ça, c'était 2020, 2021, où on a lancé sur le marché 2022. Quand on a démarré la compagnie, on n'avait pas le moyen de se payer un salaire. Imagine aller 2 ans sans salaire, sans se payer. Bon, on a bien travaillé, on a eu pas mal de succès dans notre vie, mais prendre cet risque. J'étais conseiller pour 2 compagnies dans la chaussure, donc on avait du revenu. Et on s'est dit, écoute, on va démarrer Norda pendant les 2 premières années et on va garder ces contrats. Mais c'est arrivé à un moment, j'étais sur le téléphone en Italie et après que j'ai accroché le téléphone, c'était un appel très stressant, pas pour Norda, mais pour l'autre client. Après que j'ai accroché le téléphone, ma femme m'a dit, il faut que tu laisses tomber cette client. J'ai dit, mais non, c'est impossible, on a besoin de cet revenu. On a 2 enfants, on est en train de démarrer la boîte, on n'a pas assez de revenus pour sortir des salaires. Elle a dit, si tu laisses pas cette client, Norda ne va jamais fonctionner. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas impliquer à 110%. Et il y a une expression que si tu n'es pas 110% là-dedans, ça va pas fonctionner. You will fail. Il faut avoir, c'est une situation, je ne sais pas comment le dire en français, but it's like you have to burn the lifeboats and you have to swim for the island. Okay. Si tu as toujours ces bateaux de tu mets en sauvetage, péril, ouais, c'est ça. Et tu te jettes à l'eau et tu vois. Ouais, tu regardes en arrière. Mais si tu dois arriver à l'île, c'est ton seule option. Tu vas arriver ou tu vas te noyer. Mais si tu gardes... Pour savoir, en tout cas, c'est la seule façon de jouer pleinement. If you hold for the lifeboats, you'll never make it to the island. So, ça, c'était la partie clé. Et c'est en plus, à titre personnel, de savoir que ta femme, qui est très impliquée sur le projet aussi, soutient de cette façon-là et te dit, quelle que soit l'issue, il faut le vivre pleinement. Ouais. On essaye, on y va complètement. Et on n'a pas de garantie de succès, mais en tout cas, on se donne toutes les chances et qu'elle t'accorde cette confiance aussi pour qu'ensemble vous fassiez. Je trouve que ça libère aussi une certaine forme de pression familiale par rapport à ce que tu peux, sur le niveau de vie, sur la famille, de te dire que vous êtes ensemble dans la construction, dans la confiance. Comment tu définirais ta vision de Norda? Quel apport au monde derrière Norda? Qu'est-ce que Norda veut changer et apporter? Écoute, beaucoup a changé dans les 4-5 ans. Quand nous avons démarré la compagnie, on voulait faire une chaussure. On s'est dit, si on faisait ça, si on atteint ce chiffre d'affaires, si on peut se supporter, on est très content. Écoute, je pense qu'on a fait des bons produits jusqu'à présent. C'est pas moi qui le dis, c'est la communauté mondiale. Mais ce qui est plus important, c'est d'être ici à Annecy et pouvoir faire ça avec des incroyables athlètes et la communauté et 14 qui nous a invités ici. C'est quelque chose de très important. Donc, je pense que Norda est plus grand que nous. Et c'est plus grand que... C'est petit. Ça reste toujours petit. Mais c'est beaucoup...
beaucoup plus grand et important à la communauté. Je pense que nous avons même prévu. Et donc, ça change notre situation et on est vraiment impliqué maintenant. Vous savez, au début, on ne pensait pas à ça. Et on a vraiment eu un moment où Louis, Willa, Ethan, Alex, nous, l'équipe centrale, Gérard, on s'est dit, est-ce qu'on est vraiment dans ça? Et on a dit, on est 110% dans ça. On est très jeune, on n'est pas jeune, je vais avoir 50 ans cette année, mais on y va. Comment il se traduit votre ancrage canadien? Qu'est-ce qui fait Norda, qu'est-ce qui fait que Oui. c'est canadien d'origine? Comment ça se traduit dans votre philosophie, dans votre approche de produit? Oui. Nous sommes très fiers d'être Canadiens. Être Canadien et vivre au Canada, c'est un pays où on a 4 saisons, des fois dans une journée. Ça fait que nous sommes des gens, on ne plaint pas beaucoup. On est des gens costauds parce que ça peut aller de plus 30 à moins 30 dans la ville de Montréal, même plus. Et on est des gens de pas mal contents, de bon caractère. On est très contents d'où on vit. On aime la nature. Mais une chose était importante pour nous, c'est important pour notre identité, mais on ne voulait pas être une marque canadienne. On ne voulait pas mettre le feuille d'érable. On ne parle pas de sirop d'érable ou des choses comme ça. On pensait toujours à prendre ces valeurs canadiennes, mais depuis le début, on voulait être international. Il y a le développement durable, la sustainability, la durabilité qui est au cœur de votre projet. Oui. À quel point c'est un challenge de la combiner avec des aspirations de performance aussi? Est-ce que ça peut avoir des frictions sur ça? Look, je suis quelqu'un, pas sans filtre, mais j'ai dit la vérité. La manufacture des chaussures, c'est une des industries qui salit le plus dans les vêtements et tout ça. Il y a certaines matières, les mousses, les caoutchoucs, les tiges. Il y a à peu près 22 milliards, 22 billion paires de chaussures qui sont jetées chaque année. Donc, cette idée, et c'est très commun, achète 6 paires de baskets, ils vont durer 200 km, jette-les, achète une autre paire, achète à 150 $, prenez une autre. C'est bullshit, OK? C'est notre responsabilité. Donc, chez Norda, on est les premiers à créer une chaussure qui dure 1000 km. On voulait être les premiers. Et c'est quelque chose qui est, vous voyez ma passion, c'est quelque chose de très important à nous. Donc, trouver des matières comme le Danima. On a une blague dans la compagnie. Des fois, s'il y a la service à la clientèle, quelqu'un retourne une chaussure, ils ont coupé la tige. On dit, OK, avec quelle scie à chaîne vous avez utilisé? Parce que c'est impossible, c'est pratiquement impossible. Mais on fait le mieux qu'on puisse. Et c'est ça. C'est pas parfait, c'est pas une industrie parfaite, mais on fait le mieux qu'on puisse. Comment vous travaillez avec Willa là, dans un registre un peu hybride entre personnel et professionnel? C'est, j'imagine, aussi assez compliqué. Est-ce qu'il y a des règles que vous êtes fixées aussi entre vous, ou peut-être en vous lançant dans l'aventure au début, ou que vous avez aménagé avec le temps? Comment est-ce que vous arrivez à trouver les bons registres à chaque fois dans les différentes sphères dans lesquelles vous coexistez? C'est clair. Willa est le boss. C'est facile à comprendre. Nous sommes ensemble depuis l'an 2000. On est mariés depuis 2005. On a un partenariat incroyable. On travaille ensemble. On est mariés. On est amoureux, plus amoureux que nous étions peut-être en 2005. C'est très rare. Je suis honnêtement quelqu'un très gâté et on a 2 incroyables enfants ensemble. Et maintenant, nous avons un business ensemble. Et oui, il y a des règles. OK? Chaque jour, après que les enfants vont à l'école, on habite dans une grange, en fait. C'est vrai. La Norda Grange, The Barn, comme c'est appelé, on habite dans une grange.
C'est un concept ouvert et c'est un peu comme Willa est là d'un côté sur son iPad, moi je suis de l'autre côté, mais on a construit une petite cabine à côté parce que normalement j'étais trop loud, donc j'ai dû sortir. J'ai dû sortir, mais non, on respecte. C'est clair, on a une division, elle est responsable de la marque et c'est elle qui a le goût avec son équipe. Et bien sûr, je suis quelqu'un d'une opinion forte, mais à la fin de la compte, c'est elle qui prend la décision. Moi, je m'occupe des opérations et des produits avec Louis, et c'est clair qu'elle s'implique, surtout dans les couleurs, tout ça, elle est la plus forte pour ça. Et c'est toujours elle qui a la décision finale, mais dans la production, le sourcing, les ventes, c'est moi qui ai la décision finale. Donc, c'est vraiment un compliment. Et c'est très rare, mais ça fonctionne bien. Et est-ce qu'un dimanche matin, là au parc, avec les enfants, vous pouvez parler de travail ou c'est quelque chose qui n'existe pas? Look, n'importe qui va vous dire, être un entrepreneur qui a de l'équilibre dans la vie, impossible. On a une blague dans la famille, okay, et quand on s'assoit dîner le soir, nos deux filles disent, écoute, maman, papa, on va faire un jeu. On va voir le plus de temps qu'on peut faire et ne pas parler de Norda. Donc, on commence à manger. Okay. Après 2-3 bouchées, c'est comme 1 minute. C'est même pas 1 minute, c'est même pas 1 minute et demie. Maman, papa, come on, sérieusement, juste un repas sans parler de Norda. On ne peut pas arrêter, c'est notre vie. Les filles viennent aux courses avec nous, ils sont à UTMB avec nous. Sont toujours là, c'est une vie. Comment tu vois là, si on dézoome un peu, l'évolution du marché, les tendances, les perspectives, comment se dessine un peu la suite et quel rôle tu vois pour Norda dans ce futur? Yeah. C'est incroyable. La course à pied était toujours énorme. Mais avec la pandémie, ça a poussé un peu pour le sentier. On ne pouvait pas être en ville autant. Donc, c'est une période incroyable, et surtout sur la course de sentier, le outdoor. C'est aussi une période où les gens, je pense, pas nécessairement pour la première fois, mais c'est une situation où ils aiment les petites marques. Ils sont ouverts aux petites marques. Vous savez, presque tout le monde a une chaussure maintenant. Vous savez, au début, il y avait comme 5 marques. C'était vraiment impossible d'entrer dans ces usines. Les grandes marques contrôlent tout. Et c'était impossible d'aller cogner sur la porte d'une usine et de demander de faire une chaussure. Ça coûte à peu près $100,000 juste dans les moules de la semelle, de midsole, la mousse, tout ça. Et puis les volumes sont tout de suite énormes sur la production. Pas nécessairement. C'est juste que quelle usine va mettre 20% de leur temps à côté pour parier sur un projet qui souvent n'a aucune chance d'avoir du succès. Mais beaucoup a changé. Ils sont ouverts, le marché, les clients sont ouverts à essayer d'autres marques. Il y a beaucoup de marques de vêtements, surtout maintenant. Et c'est fantastique, c'est une période incroyable. Quelle aspiration pour la France? À quel point c'est un marché qui va être important pour vous? Écoute, je suis en France maintenant. Je vous ai décrit comme elle est importante pour moi dans mon cœur. On demande toujours à nos filles où est-ce que vous voulez aller dans le monde. On est venu à Paris durant l'été, on est venu pour Noël, pour le Saint-Sylvestre, pour voir sur les Champs-Élysées. C'est quelque chose de très, très important à nous, donc personnellement. Mais pour la compagnie, écoute, je suis ici avec notre équipe en France. C'est très, très important. Il y a toutes les courses élites qui sont là, mais on veut connecter avec la communauté française parce que nous pensons que nous faisons un produit incroyable et il faut juste que les gens essayent et qu'ils découvrent comme les autres pays l'ont découvert. On a justement pu tester aujourd'hui la 005 qui est sortie au mois de mars. Qu'est-ce que tu peux peut-être nous en dire? Quelle innovation elle apporte? En quoi elle vient enrichir votre gamme existante? En fait, le 5, c'est notre 4e chaussure. On a fait le 1, 2, 3, on a sauté le 4, puis on a sorti le 5. À ce moment, c'était important pour nous parce que nous avons une équipe
d'élite qui font les compétitions au travers le monde. Il fallait faire une chaussure de course. Et comme je vous ai décrit au début, on voulait uniquement faire le top. Donc, c'était un projet de 2 ans de trouver les matières les plus légères, les plus forts. D'en haut, c'est pratiquement 100% d'anima, de fibre qui est le plus léger et fort. Et c'est bio. C'est fabriqué d'une façon bio. On utilise une mousse Arnitel TPE à 100% pureté. Il y a d'autres marques, je ne vais pas les nommer. Ils font les incroyables chaussures, mais ils utilisent 30%. Moi, j'utilise 100%. Donc, imagine le ramortissement. Mais c'est un ramortissement sur 1000 km à 100%. Et on a beaucoup de chance parce que Vibram avait une technologie, on sait tous Megagrip, mais ça, c'était Megagrip Elite. Ils avaient comme cette technologie qu'ils avaient depuis 10 ans, mais c'était caché à l'arrière. C'était juste le moment, comment on va le dévoiler, c'est quoi la meilleure application. Et on a un très, très bon partenariat avec Vibram. Chaque chaussure qu'on lance, ils nous donnent leur meilleure technologie, des fois des technologies qu'ils n'ont jamais sorties encore. Donc, on est très fiers de cette partenariat. Donc, 3 des meilleures matières au monde combinées, ce qui fait une chaussure qui est 40% moins lourde. Elle est comme 75 grammes de moins que la plupart des super shoes dans cette catégorie. 75 grammes sur 100 km, c'est épargnement d'énergie épouvantable. 214 grammes à le faire, je crois, c'est ça. Là, sur taille 9. Ouais. Oui. Yeah. On va parler aussi de l'humain, continuer. Il y a vous, l'équipe au cœur. Il y a les athlètes aussi. Donc, on a la chance d'avoir Jason Schlarb qui est aujourd'hui avec nous. On a pu profiter de cette balade avec lui. Est-ce que peut-être je ne vais pas demander de tous les citer, mais globalement, de quoi est composé, de quelle nationalité? C'est plutôt Amérique du Nord globalement. Est-ce que qui intervient dans le choix de ces athlètes? Quels sont vos critères en fait? Qu'est-ce qui fait que cet athlète-là se retrouve à la bonne place avec vous pour lui et réciproquement? Tout est début. On voulait supporter des athlètes locaux, surtout au Québec, Sarah Bergeron-Larouche, JF Cochon, Eliade Cardin. On voulait supporter. Quand on a démarré, on n'a pas d'argent, on n'a aucun moyen. Et c'est très difficile en ce moment dans le monde. Maintenant, on est beaucoup plus avancé. Les athlètes reconnaissent nos produits. Je pense qu'on a eu pas mal de chance parce que, vous savez, les athlètes cherchent toujours le meilleur dans la vie. Donc, beaucoup d'athlètes ont essayé nos chaussures. Mais les grandes compagnies, ils ont beaucoup d'argent, ils peuvent avoir les meilleurs athlètes, ils vont les acheter et c'est ça, ils vont les bloquer. Donc, mais je suis très fier, on vient juste de sortir les rankings et Norda se trouve sur les rankings des meilleures équipes du ITRA et de l'UTMB. On était 20e sur une liste de 30. Honnêtement, on pensait, on existe seulement depuis 4 ans et être sur ces listes. On a des athlètes incroyables. Jason Schlarb, c'est le gérant de notre équipe. C'est un des meilleurs coureurs élites de l'histoire, un des top américains. Troisième à l'Hard Rock, 4e à l'UTMB. 4e à l'UTMB. Je peux nommer toutes les courses, mais c'est aussi quelqu'un qui partage nos valeurs. Et continue à courir à un autre niveau élite. Il était 10e à Mexico juste la semaine passée. Il était 10e à TDS juste avant l'an passé. C'était incroyable. Jason est responsable des athlètes. Il court toujours professionnel, mais il est responsable des athlètes avec Willa. Willa, c'est eux qui gèrent l'équipe parce qu'il y a une côté de course, mais on n'accepte aucun coureur qui n'a pas nos valeurs. C'est très, très important pour nous. Et c'est ça. Un athlète français un jour, peut-être? Honnêtement, on cherche, on essaye. On était en discussion avec des athlètes français de haut niveau d'ici la dernière année. Mais il y a beaucoup de concurrence. J'espère. On cherche toujours un athlète européen. On vient juste de signer Anna Tarasova, basée à Gironne. Elle était 3e au CCC. Donc pour nous, ça, c'était un moment clé dans la compagnie.
j'étais en pleurs à la ligne d'arrivée, de voir Anna traverser cette ligne et de traverser cette ligne pour nous, pour notre équipe, pour la compagnie, pour tous nos efforts que nous avons mis sur 6 ans d'être sur un podium mondial. C'était quelque chose d'incroyable. On a parlé des athlètes, il y a les communautés au sens plus large. Comment est-ce que vous créez ces connexions avec elles dans une vingtaine de pays, je crois, au moins? Comment est-ce que vous allez à leur rencontre? Comment est-ce que vous faites vivre cette relation entre Norda et eux, avec les communautés? Oui, je pense qu'on a des partenaires très forts, les distributeurs et tout ça, qui gèrent leur propre pays. Et on fait des choses comme ça. On fait des Norda Tour mondial, Norda World Tour. Et, vous savez, quand on a démarré la compagnie, j'ai des amis ou un partenaire qui m'ont dit vous n'avez pas le temps pour aller faire toutes ces visites et toutes ces choses. Et j'ai dit c'est la seule manière que Willa et moi et l'équipe, on a démarré cette compagnie. Si vous me dites que je peux. C'est la partie que j'aime le plus. Vous pensez que j'aime juste rester au bureau et quoi rester entre les 4 murs cette sortie aujourd'hui, c'est la raison pourquoi on existe. J'ai beaucoup de passion pour ça et je suis là cette semaine. On va à Chamonix demain matin et après ça, je pars en Chine, je pars à Taïwan, je pars en Chine, à Shanghai. On a des événements là-bas en novembre et c'est bien, j'adore ça. C'est réjouissant, effectivement. Yeah. Nick, on approche de la fin de cet épisode. Le moment peut-être de prendre un peu de recul là, sur tout le chemin parcouru. C'est quoi aujourd'hui la plus belle chose qu'on puisse te dire sur Norda? Look, il y a une expression qui dit a brand is not what you say it is, it's what they say it is. Ce que les gens disent. Et parce que notre équipe, on peut faire n'importe quelle réunion de stratégie et dire on veut être le plus durable, on veut être le plus aimé. Ça n'a rien à voir. A brand is what they say it is. Donc, le fait que la communauté dit que les Norda durent 1000 km, il y a plein de marques qui disent « Oh, ils devraient durer 1000 km » et on le voit. Mais le fait que la communauté... There's also another expression that says show me, don't tell me. Montre-moi, ne me dis pas. C'est ça. Si je dois vous le dire, c'est bullshit. Okay? Si ça arrive, c'est la vérité. So, ça, c'est la base d'où on vient. On essaie de faire les meilleurs produits et c'est des produits qui durent. C'est pas nous qui le disent, c'est la communauté. Il y a une question que je pose souvent quand j'ai des athlètes en leur demandant, quand on revient sur des courses, ce qui changerait. Est-ce qu'il y a des choses que tu réécrirais différemment là, sur l'histoire que tu as construite? On sait que les erreurs ou les insuccès, ils construisent le chemin. Malgré tout, est-ce qu'il y a des choses que tu penses peut-être qu'il aurait fallu faire différemment, plus tôt? Je pense qu'on est dans un bon chemin. Il y a des choses vraiment qu'on pourrait corriger. Il y avait un moment, toute transparence, dans la 2e année. On avait une croissance beaucoup plus importante qu'on avait prévu de la première, 2e année. Et vous savez, on pousse les limites dans l'innovation avec les matières qu'on utilise. Et on a dû changer l'usine qui tissait notre d'anima dans la première ou 2e année. Ça nous a pris 2 ans à faire ça la première fois, mais on pensait que c'était facile après ça. Mais cette rouleau d'anima qui est arrivé, ça ne collait pas. La lamination à côté des chaussures, ça ne collait pas. Ça a presque chuté la compagnie dans la 2e année. Les chaussures étaient sûres, c'est juste la partie esthétique qui décollait. Et on a remplacé chaque personne qui nous a écrit, je pense qu'on a remplacé comme 500 paires. Et c'est juste la vérité, je suis honnête. Il faut juste être honnête, il faut prendre ses responsabilités. Si j'aurais pu éviter ça, j'aurais évité ça. Et si je pense à ça, j'aurais jamais fait ce changement. Mi-chemin. Mais c'est arrivé. Je pense qu'on a survécu cette période. Et je pense que la communauté a resté avec nous. Ils voulaient vraiment... ils savaient qu'on poussait les limites avec l'innovation.
Et là, on regarde votre stade de croissance, là où vous en êtes aujourd'hui de votre histoire. Quel est peut-être le piège à éviter aussi dans le futur? Hmm. Quelque chose qui pourrait arriver. On regarde la façon dont vous avez grandi Hmm. et un travers qu'il faut éviter. Je sais pas, il faut juste jamais arrêter. Je, j'aime bien le livre du fameux Phil Knight de Nike, Shoe Dog. Ok, ça reste sur mon Table de chevet, ouais. nightstand. Mm. Je lis beaucoup avant de me coucher. Mhm. Et j'ai récemment repris le livre la semaine passée durant le prologue. C'est écrit sa philosophie: start running et n'arrête pas. Ne regarde pas en arrière, just keep running. Mm. So, c'est un peu la situation. On continue, on continue à courir Avancer, sans toujours. arrêt. Et ce qui te fera dire que vous avez réussi, si on se projette là aussi au loin, là où tu regardes derrière et tu te dis, OK, on a joué notre rôle. Pourquoi? Pour quelle... Jamais satisfait. Et non, on n'a pas réussi encore. On est juste là. Je pense qu'on a bien traversé. Je dirais, je dors bien la nuit. Je dors bien. Il y a une période où je ne dormais pas. Mais on est arrivé à une période où je dors bien. Ça marche dans la plupart des marchés, communautés. Mais on ne peut pas arrêter parce qu'il y a énormément de croissance et d'attente de la communauté. Et maintenant, ils nous regardent. Ils veulent nos prochains produits. Et on a des prochains produits qui... 2026 va être une énorme année pour nous. Okay. Énorme année. On va surveiller ça de très près. Ouais. À titre plus personnel ou sportif, est-ce qu'il y a des choses là qui se profilent pour toi dans les prochains mois ou dans l'année à venir, 2026, dans les projets en dehors de Norda? Est-ce qu'il y a de la place quand même pour aller... Bonne question. Je vais avoir 50 ans en décembre. Ma femme aussi, bientôt. Le décembre de là ou le décembre de 2026? Non, là, ok. Dans un mois et demi. Okay. You know, il y a des choses que j'aimerais faire, j'ai pas le temps de faire. Quand je vais prendre ma retraite après, peut-être je vais les faire. Mais un de mes meilleurs athlètes et meilleurs amis, et notre athlète et aviseur Ray Zab, c'est un aventurier, un des meilleurs aventuriers au monde. Il était à Death Valley la semaine passée. J'ai fait un promet, je vais faire quelque chose avec lui. Okay. Peut-être on va faire 50 km dans le Death Valley ou quelque chose ensemble, là, juste une sortie comme ça. Mais j'ai pas de temps pour les courses. J'ai juste le temps pour mes filles, ma femme et Norda. J'ai juste le temps pour ça. Déjà bien occupé 24 heures par jour avec ses pieds. Mais c'est un choix aussi. Je veux uniquement. Donc, ils se disent, on peut faire 3 choses bien dans la vie, ok, dans une période. Dans une période temporaire, on peut faire 4 choses, comme je peux aussi faire du vélo. Mais à un moment, il faut retourner à ces 3 choses si on veut les faire bien. Parce que le corps humain, on ne peut pas faire 4, 5 choses bien en même temps. Juste 3. Donc, je n'ai pas de temps pour les courses et les autres choses. Pour moi-même. Ouais. Merci beaucoup, Nick. C'était un très bel échange. Merci pour tout ce que tu nous as raconté sur à la fois ton parcours personnel et puis ton parcours d'entrepreneur qui est très inspirant. Merci pour cette belle journée. Merci à 14, merci à Guy qui a organisé ce beau moment. On a passé un très chouette moment, très convivial tous ensemble. Les 5 étaient parfaites là, pour la descente bien technique sous la pluie. Là, ça, c'était une descente aujourd'hui avec les feuilles, la boue et les roches. C'était pas facile. Elles nous ont maintenus comme il faut. En tout cas, on avait passé un très bon moment. Merci pour tout ça et puis merci pour cet échange. Merci à bientôt, Nick. Merci de me recevoir. Avec plaisir.